Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire Bezrat Hashem pour introduire un sujet important, puisque c'est la parashat Shlach Lecha. Et ce n'est pas un cours féministe, je l'annonce dès maintenant, mais malgré tout, il y a quelque chose quand même qui est suffisamment important dans notre parasha qu'il nous faut soulever. Alors, vous avez devant les yeux, effectivement, l'évocation du mérite des femmes à travers les différentes pérégrinations que nous avons traversées dans le désert. On voit que le rôle des femmes a été assez exemplaire, je dois dire, et c'est l'occasion d'y réfléchir de nouveau. Et puis, en plus de ça, il faut toujours avoir un petit peu en tête que dans notre paracha, vous avez comme ça un certain nombre de mitzvot qui sont indiqués au-deçà de la faute des explorateurs, qui est malheureusement la dimension centrale, puisque c'est ce qui nous reste encore jusqu'à aujourd'hui, que nous jeûnons, c'est pas le 9 Av. Nous avons l'évocation de ce qu'on appelle la Afrashat Chala, n'est-ce pas? Et on verra qu'il y a un lien entre justement la Afrashat Chala, le fait de prendre cette boule de pain, cette boule de la pâte, n'est-ce pas, qu'on jette dans le four. Il y a un lien entre la Afrashat Chala et la faute des explorateurs, ou plutôt la réparation de la faute des explorateurs. On va essayer, de le voir ensemble. Mais d'abord, pour commencer, vous avez dans le Midrash Rabbah une évocation justement sur les filles de Tselophrad. Rappelez que les filles de Tselophrad, traditionnellement, on dit que Tselophrad a ramassé du bois pendant le Shabbat. Il y a aussi un sens à cela, mais ce n'est pas le sujet maintenant. Mais par contre, le fait qu'il ait commis une grave erreur le Shabbat, ce qui a encouragé, ce qui l'a condamné, et il a eu des filles qui se retrouvent sans héritage. Puisque justement, savoir le lopanter de leur père, à qui revient-il, puisque ce sont des jeunes filles. Et justement, eh bien, dans cette réalité-là, le Midrash Tambal lui livre quelque chose de très important, et je pense que c'est à l'échelle générale des 40 ans dans le désert, notamment des 40 ans, mais pas que. Oto Ador, Ayu Anashim, Godrot, Mash Anashim, Purtzim. C'est une expression très forte. Les femmes, j'ai envie de dire, sont l'épine dorsale quand les hommes partent en vrille. D'accord? C'est une traduction pas exactement littérale, mais c'est ça que je suis en train de dire. Godrot, c'est gader. Elle fixe une sorte de limite, elle donne un sens quand les hommes sont en train de perdre leur raison d'être, le bon sens. Portzin, poretz, tagader, c'est casser la barrière. Shechen, ad motza sheneemar lahen, Aaron. Aaron, au moment de la faute du Vaudor, pour justement essayer de reculer cet épisode dramatique qui a été la faute du Vaudor, il dit aux hommes, vous allez prendre les bijoux de vos femmes, notamment les bijoux sur le nez, okay? Le nezmei, c'est nezem, c'est le petit okay, sur le nez, la petite broche, le petit diamant sur le nez. Vous allez prendre tous les bijoux qui sont sur les oreilles, sur le nez de votre femme, etc., par esthétique, pour pouvoir faire le Vaudor. Les femmes, quelle est leur réaction? Le ratsu anashim. Et au contraire, ont été très en colère à l'égard de leur mari, du fait qu'on leur demande de faire ça pour servir autre que Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, je vous rappelle aussi, quand il a fallu mettre en place les miroirs, pas les miroirs, le kior, le lavabo, enfin le robinet du Beth Amikdash, du Mishkan. Pourquoi j'ai dit les miroirs? Parce que c'était utilisé pour être leur miroir. Eh bien, elles se sont empressées de donner justement ces miroirs pour embellir le Mishkan. Donc, ce n'est pas innocent leur décision de refuser d'un côté et au contraire de s'empresser de l'autre côté. Veit parkou kolaam et nizme azav, du coup, ils vont leur reprendre de force. Ve'anashim lo nishtatfu. Mais les femmes, malgré tout, n'ont pas participé. Imehen bemaase aegel. Les femmes n'ont pas fauté à la faute du Vaudor. Vechen, c'est relié. Petite parenthèse, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est relié à Rosh Chodesh. Toute la célébration de Rosh Chodesh, justement, que les femmes, parce que tous les hommes, n'oubliez pas, et d'une certaine manière, ont été impatients, n'ont pas su calculer le temps comme il fallait. Les femmes, elles, n'ont pas chômé,
et on continue. C'est pour ça qu'on évoque Rosh Chodesh comme étant à la base un Yom Tov, et qu'il y a une tradition qui explique bien que les femmes, quand elles vont allumer des bougies à Rosh Chodesh, dans certaines communautés, et elles sont dispensées d'un certain nombre de tâches, justement, le soir de Rosh Chodesh, justement comme si c'était un jour de fête. Donc, ça leur est attaché directement. Les explorateurs, chez Otsiou Diba, les explorateurs, nous rappelons que les hommes, malheureusement, ont dit de la mauvaise langue sur Eretz Israël. Même de la bonne langue, c'est de la mauvaise langue. Il revient et se plaignent. Et Kol Haïda, toute la communauté, tout le peuple, est en train de pleurer, en train de larmoyer sur le rapport qu'il aurait fait à l'égard d'Eretz Israël. Du coup, comme vous le savez, Nixera, Xera. Le décret va être terrible, puisque le peuple juif, tous les plus de 20 ans, ne vont pas rentrer en Eretz Israël. Chamrou, l'onochalal. On ne pourra pas monter. On est foutu. Et effectivement, malheureusement, vous avez pleuré gratuitement cette nuit-là, vous pleurez désormais pour quelque chose, c'est la nuit du 9 Av. Mais les femmes, Anashim, lo ayuimahem baetsa. Les femmes n'étaient pas avec eux. Les femmes n'ont pas participé à cette faute des explorateurs. Qui va mourir dans le désert? Les hommes. Quand il est dit lo notar même ish, il ne va pas rester un seul homme. On peut le comprendre de son générique. Il ne va pas demeurer une seule personne de plus de 20 ans, si ce n'est Caleb ben Yefouné et Yehoshua. Et le Midrash commente, puisqu'il est écrit lo notar même ish, puisqu'il ne va pas rester un homme, donc un homme et pas une femme, ish velo isha. Pourquoi? Alma shelo ratzu likanes laaretz. Parce que justement, les hommes ne voulant pas monter en Eretz Israël, eh bien, ils mourront dans le désert. Aval, anashim, vous les vakesh tachala. Au contraire, les femmes voulaient un héritage sur la terre. Et l'expression des filles de Tselophrad en est la preuve. Et c'est pour ça justement que la paracha des filles de Tselophrad, qui apparaît dans la paracha juste après, elle est juxtaposée, elle est adossée, elle est accoudée à la paracha des explorateurs. Nirteo paracha zuz samour l'emitat de Ramidbar. Pourquoi? Parce que la paracha des filles de Tselophrad, elle est dans Pinchas. Quand on arrive à Pinchas, on est après. On a évoqué ça une fois, il me semble. Vous savez, vous avez Shlach et Korach et Balak, Choukat et Pinchas. À Choukat, vous avez une autre génération qui est passée. Il y a 40 ans qui sont passés déjà. D'accord? Donc, c'est important de l'avoir en tête. La génération du désert, elle va décéder. La mort de Myriam, c'est déjà la génération qui va rentrer en Eretz Israël. Juste après Foucault, ils ont pu rentrer. Ils vont rentrer, c'est la génération qui va rentrer. Okay. D'accord? Après Balak, tout l'épisode de Pinchas, okay. Et les filles de Tselophrad qui sont ici. Ce qui nous indique okay, que justement, les mitats d'Oramidbar, chez Misham Partsou Anashim Vegadrou Anashim. Ce que les hommes ont enfreint, les femmes ont réparé. Ce qui me permet de vous dire, mais c'est un sujet à part entière, et j'ai un article que j'avais écrit sur le sujet, que je mettrai sur le site Bezrat Hashem, de rappeler que toutes les femmes sont rentrées en Eretz Israël. D'accord? Toutes les femmes sont rentrées en Eretz Israël. Toutes les femmes. Quand je dis toutes les femmes, je vais voir jusqu'à où je vais. Pitia est rentrée en Eretz Israël. Et il y a un midrash qui te dit que Yocheved est rentré en Eretz Israël. Tu comprends qu'on est toutes les femmes? Et pourtant, il y en a une qui n'est pas rentrée, c'est Myriam. Non, Chaz Shalom. Chaz Shalom. Il y a une raison pour laquelle Myriam n'est pas rentrée, mais je vous enverrai l'article quand je l'aurai mis sur le site. Mais justement, c'est certainement pas la Shonara, que Dieu préserve. Je vous enverrai, avec plaisir. En tous les cas, donc on voit la présence de la femme. Gardez ça pour l'instant dans un côté de votre tête. On va essayer d'évoquer un autre point
Et peut-être après, on va essayer de retrouver le sens cohérent de ce que je suis en train de dire. Peut-être j'ajoute un mot avant. Quand Omar Lebet Yaakov et Agel Lebne Israël, verset bien connu avant le don de la Torah, où il est dit explicitement, ainsi tu parleras délicatement avec douceur avec la maison d'Yaakov, / les femmes, et tu parleras avec force, avec vigueur, au Bnei Israël, / les hommes. Les femmes ont une inclinaison à recevoir la Torah. Dans la dimension de l'identité de Yaakov, où on parle de Yaakov et on parle d'Israël, il est usuel de dire que Yaakov, c'est la dimension intérieure et que Israël, c'est la dimension extérieure, la dimension nationale. Bet Yaakov, c'est la femme, la maison, c'est l'intériorité, c'est l'épine dorsale du foyer. D'accord? Vous verrez pourquoi je parle de ça. Mais d'abord, voyons un point de halakha dans Shulchan Aruch. Asher Natan Lanu Torah Temet. On se rappelle que quand on fait la bénédiction, justement, sur la Torah, sur l'étude de la Torah, alors on insiste en disant, à ce moment-là, Asher Natan Lanu, que Akadosh Baruch Hu nous a donné cette Torah de vérité et la vie rattachée à l'éternité, Chaye Olam, Nata Batochen, qu'il a enraciné, qu'il a inscrit à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que c'est que Chaye Olam, Nata Betochenu? Nous dit la halakha, Pérouche, Torah Temet, I Torah Shebirta, la Torah de vérité, c'est la Torah écrite, Torah de Moshe, et Chaye Olam, et la vie éternelle, et Tochenu, qui est à l'intérieur de nous, c'est la Torah Shebe'alpe, la Torah orale. Ça veut dire que nous sommes en train de donner cette vitalité à la Torah de manière dynamique et constante par un renouvellement permanent de cette Torah. Et encore une fois, si on voit la Torah d'un point de vue extérieur, si je peux me permettre de dire, si on regarde la Torah, les rouleaux de la Torah, sans savoir les lire, justement, alors on perd le rapport que nous avons à l'égard de la Torah. Elle devient un musée, elle devient du folklore. Ce qui va donner un sens à la Torah, si je puis dire, même si elle est éternelle, c'est l'intériorité, c'est la cantillation. On ne sait pas la lire si on n'a pas la cantillation, si on n'a pas la Massora, si on n'a pas la transmission de nos Chachamim, comment lire la Torah? Donc il y a ce rapport intérieur. Maintenant, je peux aussi transformer la Torah, il faudrait mieux pas, mais je peux aussi transformer la Torah en prétextant que chacun va l'interpréter comme il le veut. Comme les fluctuations sociales, les fluctuations des différentes sociétés et civilisations à travers les siècles, et dans ce cas-là, ce qui peut se produire, c'est qu'il n'y a plus de rapport identitaire intrinsèque à l'égard de la Torah. Tout est décidé et géré selon une mutation constante qui provient de l'extérieur. Avant de poursuivre, pour que ce soit bien clair, vous avez donc un rapport, dans ce que je suis en train d'évoquer maintenant, un rapport masculin et un rapport féminin. Le rapport masculin étant cette réalité, encore une fois, de sortir à l'extérieur et de se battre pour telle ou telle valeur, mais pour que réellement on se batte pour telle ou telle valeur, il faut qu'il y ait une intériorité qui soit inaltérable. Quand l'homme n'est plus rattaché à son intériorité, automatiquement, je reprends l'expression que j'ai dit tout à l'heure, il part en vrille. C'est clair ce qu'on est en train de dire maintenant? Yof. Eh bien, justement, regardez ce que nous dit dans le traité de Yebamot. Ashkicha Rabbi Yossel et Eliyahu. Amarle. Il est inscrit, et à Selo Ezer, je vais lui faire une aide, je vais lui fabriquer, je vais lui adjoindre une aide. Bema Isha Ozrotol Adam. En quoi la femme, elle aide l'homme? Amarlo. Adam evir chitin. Adam evir chitin. Chitin kozes. Regarde. L'homme va rapporter du champ des épis de blé. L'homme, on mange les épis de blé? Non, non, on ne mange pas les épis de blé. On mange pas les grains. D'accord? Là, on mange le pain, on mange le pain, bien fait. Tu ramènes le lin, les pishtan
pishtan lovesh. Tu portes tu as besoin de transformer ce pishtan en habit. Nous dit le Rav, lo nimtset meira enav vema'amito al raglav. Qu'est-ce qui va, eh bien, permettre, si je puis dire, à l'homme de tenir debout? Qu'est-ce qui va permettre à l'homme d'être éclairé? C'est la femme. C'est justement la femme qui va transformer cette réalité, encore une fois, qui peut paraître justement sommaire, puisque encore une fois, on parle de grain de blé, pour le transformer en pain. Shalom. Ça veut dire, il y a une femme, ça veut dire que, en réalité, cela nécessite une capacité d'écoute. N'est-ce pas? Un suivi, quoi. Non, ce n'est pas un suivi. La continuation. Je vais juste. Parce qu'elle est là, donc ce n'est pas la peine. Achal. Pardon. Ce n'est pas un suivi. La résultante va être effectivement un suivi, mais c'est la capacité d'écoute. C'est la capacité d'être constant, encore une fois, dans cette dynamique, de ne pas perdre le sens de ce que tu fais. Si un homme ramène du blé chez lui, mais qu'il n'a pas une femme pour lui pour fabriquer ce pain, pour donner ce sens à ce blé, alors automatiquement, eh bien, il peut ramener des milliards de blé, ça ne changera absolument pas la donne. Et au contraire, ça ne lui fera pas de son sens. Exactement. Exactement. Et ça, c'est dans tout ce que l'homme exécute, fait. Non, et bien sûr, quand je dis l'homme et la femme, je ne parle pas seulement de l'homme et de la femme en tant qu'homme ou en tant que femme. Exactement. D'accord? Mais il faut bien entendre, et c'est la même chose par rapport au fait que Akash-Brou n'est pas. Il n'y a pas écrit qu'Akash-Brou il est mis. Ce n'est pas où il n'y a chayola betochenu, ou nata. Il a planté. C'est-à-dire que ça gère constant. Il y a une dynamique constante. Cette dynamique constante, elle est motivée justement par sa dimension intérieure, exprimée par la jante féminine. Ça veut dire que quand on est, je vais aller un peu plus loin pour pas vous perdre, mais quand on est dans le désert, pendant des semaines et pendant des mois, on peut se perdre physiquement, mentalement, spirituellement, on peut se perdre à tous les niveaux. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que la femme, eh ben, elle ne se perd pas. À ce niveau-là, je parle. En tout cas, non, mais la femme ne se perd pas. Je parle par rapport à l'exercice traditionnel. La femme ne se perd pas, puisque vous voyez bien qu'elle ne faute pas dans la faute des explorateurs, qu'elle ne faute pas dans la faute du Vaudor. Quand je dis la femme, c'est avec un F majuscule. Je ne suis pas en train de parler, encore une fois, du rapport de féminité ou de femme, encore une fois, dans ces contextes-là. Ça ne m'intéresse pas. Mais on voit, encore une fois, à quel point nos aïeuls ES sont profondément animés justement par cela. Mais ce risque qui est permanent vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de l'être humain en général, c'est à quel point il ne va pas se perdre. Et comment pourrait-il se perdre? Regardons ce que nous dit le Rav Kook. D'accord, numéro 4. Kol achulshot, agufaniot ve aruchaniot. C'est toujours impressionnant de voir ce que le Rav Kook dit il y a plus de 80 ans, quand aujourd'hui c'est une évidence pour tout le monde qu'il y a un rapport psychique dans la maladie. Oui, très honnêtement, quand je suis repassé sur ce passage aujourd'hui pour préparer le cours, je dis, excusez-moi de dire de manière un peu très personnelle, j'avais juste besoin de ça aujourd'hui. Les faiblesses physiques et spirituelles, toutes les pensées absurdes, caduques, négatives, j'ai envie de dire, Vekola rayonot, amedaldelim, toutes ces idées qui se perdent, qui se mélangent, ametashteshim et akisharon, vetabehirut anishmatit. Tu as des lunettes, il y a une souillure sur tes lunettes, tu ne peux pas voir librement, tu peux voir correctement. Combien de fois on peut être confronté à cette réalité où, eh bien, il y a, je crois que je dois aller chez l'ophtalmo, chez l'opticien, je dois avoir un problème aux yeux. Non, il faut nettoyer les lunettes. Et parfois, c'est l'inverse. Tu crois que tu as nettoyé les lunettes, tu as réglé tous les problèmes. Vous voyez le rapport bilatéral entre les deux? Eh bien, ce que je dis au niveau physique, prenez-le aussi au sens spirituel. Il y a une réalité, encore une fois, quand je perds l'écoute
j'ai envie de dire, l'écoute interne, la petite voix interne qui m'anime. Et encore une fois, tout cela vient d'où? Baim, Rak, Michisaron et Ara, chez la Neshama Atzmit. Combien de fois il a pu m'arriver de dire à des gens, quand ils me disent « je pense que », est-ce que tu es sûr de je pense? Est-ce que c'est réellement toi qui penses ou c'est ce qu'on t'a inscrit dans le cerveau? Le mot je pense, c'est peut-être, c'est le doute, c'est pas sûr. Il y a rien de sûr. Non, c'est pas dans ce sens-là que je l'ai dit. C'est pas dans ce sens-là que je l'ai dit. Quand quelqu'un te dit je pense, et qui, j'ai souvent soulevé cette idée. Quand j'étais à la fac, il y a quelques années déjà, et que j'avais pas la télévision à la maison, et que le lendemain, j'entendais de quoi parlaient les gens, et avec tous comme acrostiche, comme phrase d'accroche, je pense que, et que tu entendais la même chose multipliée par 15, tu commençais à douter réellement que c'est réellement l'opinion de la personne qui a été fondée, qui a été construite. Ce danger, on y est tous confrontés, évidemment. D'accord? Une des grandes bombes que j'ai souvent, dirais-je, lancées sans le vouloir dans des cours que je donne, c'est d'expliquer que le judaïsme n'est pas une religion. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où les gens disent, enfin quand même, voilà. Pourquoi? Parce que ça fait 2000 ans qu'on nous dit on est une religion. Sauf que je l'ai prouvé déjà maintes et maintes fois, qu'on a beau le prouver depuis 2000 ans, on a beau le dire depuis 2000 ans, il n'empêche que depuis 2001, non, eh bien, il y a énormément de chachamim qui ont dit exactement le contraire. Le fils qui disait que le christianisme, c'est la dernière religion. Oui. Ou plutôt l'islam, d'Afka. Non, pas. On est devenu une religion pour comparaison aux autres. Des gens. J'ai compris ce que tu veux dire. Oui. Ok. Non, mais j'ai souvent dit ça avec beaucoup d'humour sur le fait que la seule religion monothéiste qui existe, c'est l'islam. Quand on dit que Jérusalem est la ville, n'est-ce pas, des 3 grandes religions monothéistes, le postulat est faux. Parce que le judaïsme n'est pas une religion, parce que la chrétienté n'est pas monothéiste. Donc, Jérusalem, en fait, appartient aux Arabes. Voilà, vous pouvez enregistrer ça, le dire, et en tous les cas, nous dit le Rav Kook que c'est justement ce manque de reconnaissance de sa neshama. Tu n'es pas en symbiose, tu n'es pas en Bluetooth avec toi-même. Cette réalité-là, à court terme ou à long terme, elle t'amène à des trébuchements. Elle t'amène justement à être aveuglé par ce manque de rapport personnel, ce manque de reconnaissance personnelle. Chisaron azala talachaim aïsodi. C'est quoi le talachaim? La rosée, traduction littérale, la rosée de la vie. Les Rachaim vont insister sur le fait que c'est cette rosée vitale qui va servir à la résurrection des morts en son temps. Ça veut dire que quand justement tu n'es pas profondément rattaché à ta neshama, et 2000 ans d'exil montrent bien qu'on a un problème, quoi. Évidemment, on n'est pas. Et si vous mettez encore une fois dans le parallélisme de la sortie d'Égypte, on est quand même moins d'1 an après la sortie d'Égypte, après 210 ans d'esclavage cruel. À quel point on s'est libéré totalement de toutes les scories qui nous empêchaient d'être totalement accomplis. En l'occurrence, il y a eu la faute du veau d'or. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas fauté, il y a une souillure qui s'est malgré tout inscrite en nous. Est-ce que ça a à voir avec la mémoire de l'eau? De l'eau? C'est-à-dire que l'eau, c'est la mémoire rosée vitale qui va servir à la résurrection du mort. Okay. La rosée en tant que... Non, ce qui est dans l'importance de la rosée, il y a 2 notions. La première, c'est qu'on croit que la rosée vient du sol alors qu'elle vient d'en haut. C'est la pudeur d'Akadosh Baruch Hu. Et le deuxième point intéressant, c'est que tu as les 39 mélachot de Shabbat. Al mélachot. Le Shabbat étant l'essence même de ce qui donne vie à Israël, qui nous permet de rentrer dans le 8e jour. D'accord? Achab, en tous les cas,
il est clair que, justement, comme il s'est écarté de soi, je ne sais pas si je vous avais cité cet enseignement, notamment du Baal HaTurim, que je trouvais exceptionnel, le Netivot Shalom aussi, sur l'échelle de Jacob, le Soulam Yaakov, le Soulam Gematria Sinaï. Que tu montes ou que tu descendes de l'échelle, tu es toujours sur l'échelle. Ce qui est très dangereux, c'est quand on quitte l'échelle. Vous avez l'image? C'est ça l'idée. Donc, quand on a justement cette idée d'avoir le sentiment de descendre, voire même de sortir de l'échelle, eh bien, il faut faire ce travail pour revenir sur l'échelle. Ok? Fondamental. De quoi? Chez la Ratson, vers Kasha, la vraie volonté. Pour reprendre le je pense que j'ai dit tout à l'heure, le je veux aussi est problématique. Si le je veux n'est pas encore une fois inscrit en réelle cohérence avec cette identité hébraïque, cette neshama qui t'anime, on n'est pas certain que ce soit je veux. On est tous confrontés à cette nuance entre le je veux et je désire. Hein? Je veux et j'exige. Je reprends les phrases de diction que j'avais appris quand j'étais petit. Chez la Ratson, vers Gasha. Akara, vers Chuka. La reconnaissance, le désir. Qu'est-ce que tu désires? Mimauta apnimit. De l'essence même qui t'anime. C'est la réflexion que l'homme doit avoir sur lui-même. Chaque chose que tu vas faire, est-ce qu'on se dit, est-ce que tu as vraiment envie de cela et d'où provient cette envie? Ve'adam sofeg, lo et aruchaniuto, mikelim achirim. Plutôt que d'être l'éponge d'une dimension spirituelle qui soit totalement hébraïque, eh bien, il va être épongé par d'autres phénomènes culturels, par d'autres esprits, par d'autres souffles, par d'autres empreintes. Quand on devient impressionné par Kant, mais on n'est pas impressionné par Rabbi Akiva, on a un problème. Et Dieu sait combien de juifs le sont. D'accord? Je me rappelle, j'avais dit à une jeune fille, il y a des années de cela, qui avait fait Cagne et Hippocagne. C'est pas une idiote, au niveau Ouais, mais elle était nourrie de ça, justement. exactement. Et elle m'a posé la question, parce qu'elle allait faire son premier seder en Israël. Et je lui dis, mais dis-moi, tu t'intéresses pas à essayer de comprendre un peu c'est quoi le sens de Pessah, vraiment sans être méprisant ni sur personne de Cagne et Hippocagne. Mais avant d'aller chercher la culture, ne serait-ce qu'à titre personnel, tu n'as pas envie de t'intéresser sur ta propre identité, qui est quand même suffisamment riche. Et elle m'a répondu une réponse qui a beaucoup ému à ce moment-là. J'y ai pensé et ça me taraude fortement. Et elle s'est mise à pleurer. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles. Mais c'était bon signe. Mais c'est-à-dire que c'était aussi une souffrance à laquelle on a été intoxiqué. C'est ce qu'il nous dit. של עולמים, ספרים, נפשות ומעשים. Et tout ce qui a construit l'identité de cet homme, façonné autour de différentes formes, d'une identité étrangère, d'une culture étrangère, d'une culture qui en réalité n'est pas la sienne. Ah, je vois quelqu'un, il y a de la lumière. Ah, je vais mettre comme ça. Non, non, c'est bon, je vais mettre de côté un peu. Aval. Non, c'est la lumière sur l'écran, excusez-moi. Je me suis mis de côté. Vous voyez, là, vous voyez, vous? Ah, je dis simplement qu'on a été. C'est pour ça que toute la problématique aussi dans le monde moderne, le fameux wokisme dont on entend souvent parler en ce moment, il faut bien comprendre qu'il y a un certain nombre, il n'y a pas de neutralité. Il y a une volonté culturelle, encore une fois, de nous écarter de ce que nous souhaitons être. Et c'est un coup de marteau, hein, c'est même plus. Donc à partir de ce moment-là, il est évident que justement, ces empreintes extérieures, comme on a dit, ces livres, ces phénomènes culturels, quels qu'ils soient, qui vont construire mon identité, premier stade, tu es choqué par de tels propos. Deuxième stade, tu dis, bon, bah, on n'a rien à faire, le monde va comme ça. Troisième stade, tu y participes. Ah bah oui, c'est le medouldal. Dildoul, c'est comme diluer. Az, malheureusement, à Tochen Apraï chez la gouffe Midgaber, automatiquement, ce qui est
désiré de manière la plus sauvage par le corps, en train de prendre le dessus sur un désir profond. D'où le je veux aller en discothèque, le je veux faire des bêtises. Il a été prouvé, bon, j'allais dire, les Chachamim l'ont déjà évoqué, mais il a été, quand les Chachamim parlent dans Masechet Avot, que le Shiamoum Bevile Batala, Bevile Puranut. Bevile Puranut, Bevile Batala. Quand on s'ennuie, n'est-ce pas, on fait des bêtises. Alors, quand on est suffisamment adulte, on a une certaine cohérence parce qu'on ne s'ennuie pas, mais vous mettez des adolescents dans une pièce qui n'ont rien à faire. La violence adolescente qui existe est souvent due, c'est souvent due, elle est, j'ai presque à 99% due à une force qui n'est pas orientée, quelque chose qui n'est pas constructif. À partir du moment où, et ce n'était pas un chien, ce n'était pas un robot, c'est pas ça que je parle. C'est une réalité. Un jeune homme, il a de la force, il a quelque chose à exprimer. Ou vous lui donnez une force pour pouvoir exprimer cela dans le sens positif du terme, ou alors il détruira pour le plaisir de détruire. Parce que c'est cette force physique, corporelle, qui prend le dessus sur quelque chose qui peut encore une fois l'élever. Et je vous accorde que c'est aussi dû à l'éducation qu'on a reçue de son plus jeune âge, mais c'est pas ça que j'ai pris l'adolescent parce qu'elle s'exprime avec beaucoup plus de force, mais ça commence pas à l'adolescence. Ça commence à 0 ans. D'accord? Donc c'est cela. Az atochem aprai shel haguf mitgaber, betzura shel shimamon, destruction, désolation, ושל ההריסה, והאדם הולך בלא כוח לפני רודפיו. On n'a plus de justification morale puisque tout est inscrit et voulu et mis en place uniquement par la volonté première. Vous vous rappelez quand même que les explorateurs se tournent vers Akadosh Baruch Hu, se tournent vers le peuple en disant ils sont plus forts que lui. Hein? On est aveuglé par ce que nous voyons en premier. Combien de fois j'ai pu voir à l'armée des lieutenants, des gens haut placés à l'armée, qui sont tout petits. On pourrait s'attendre qu'ils soient grands, musclés. Non seulement ils ne sont pas grands, mais en plus de ça, j'ai vu des femmes à la vérité aussi, mais non seulement ils ne sont pas grands, mais en plus de ça, ils ont une unité entière de militaires qui leur obéit au doigt et à l'œil et qui ne bougent pas un sourcil. On se dit, mais comment ils font? Parce que la réalité, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. On peut avoir tout le sens du charisme. Oui, il y a du oui et du non. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que Napoléon, il mesurait je ne sais pas combien, et De Gaulle, il mesurait je ne sais pas combien. Oui, donc, non, justement, ça veut dire, j'ai pas dit qu'il y a uniquement les petits qui ont le pouvoir. C'est pas ça que j'ai dit. Je dis simplement que si on dit que c'est normal qu'il soit aussi adulé parce qu'il est grand, etc. Justement, on voit bien que c'est pas le cas. Il y a quelque chose qui provient de l'intérieur. Et De Gaulle, tu as raison, il peut être imposant. L'Avdil, on parle de Moshe Rabbeinu qui était grand, mais on sait pertinemment que la grandeur de Moshe, elle n'est pas d'abord et avant tout essentiellement physique, même s'il était grand. D'accord? J'ai rencontré des grands maîtres de Torah, je peux t'assurer, Rav Avrum Shapira, il n'était pas grand. Et pourtant, c'est un homme, un être humain, un Talmid Chacham exceptionnel. D'accord? Parce que justement, il y a une cohérence vis-à-vis de l'intérieur. Donc, ce flux, les flérots de femmes, Avad Az et Taïsot. Tu as perdu le fondement même de ce que tu es, parce que tu es, encore une fois, géré et dirigé par des forces extérieures à toi. Le flux qui va influencer l'essence même de son identité. Atsinor amashpia latzmiuto mimakor achaim amiyuchad lo. Am Israël goy kadosh. Am Hashem. Am Anetzach. C'est le peuple qui est rattaché à l'éternité. Je parlais avec Guy tout à l'heure sur un acteur, on a là-dessus, j'ai vu ça sur Facebook il n'y a pas longtemps. C'est un acteur qui est juif, qui est monté en Israël, et le documentaire disait il est venu en Israël et il est parti de Palestine. Parce qu'il a vu une pièce de théâtre
un juif, apparemment il a de la famille aussi sioniste, et donc il est monté en Israël, jeune juif, acteur français, et il a vu une pièce de théâtre palestinienne qui l'a subjugué, bouleversé, et qui montre la culture palestinienne. Et il est reparti en France et il a dans le projet de monter cette pièce palestinienne, parce qu'il pense évidemment que c'est quelque chose de très important pour l'humanité de connaître la culture palestinienne qui est tellement importante et surtout tellement ancienne. Voilà. Et il fait ça. Et Ah oui, non. J'adore le mot ancien. Elle Et a au moins vous, 3400 ans. vous voyez, je vois ça, et vraiment, très honnêtement, sans être mal poli, quel fou, c'est pas possible. Mais c'est haine. Pourquoi? Alors évidemment, il va parler de la famille qui est sunnite, etc. Parce que dans sa tête, évidemment, le peuple juif commence, avec tout le respect que je peux avoir pour Herzl, le peuple juif commence avec Herzl. Mais c'est un peu dommage qu'un juif il arrive à des conclusions. Ça montre bien, encore une fois, malheureusement, que son aiguillage identitaire, il n'est pas orienté de l'intérieur vers l'extérieur, mais de l'extérieur vers l'intérieur. Le peuple juif est rattaché à un élan vital. J'ai pris cet exemple-là, comme j'ai coutume de dire, je pourrais prendre un exemple de quelqu'un qui passe sur la tête. Hein. Ça ne change pas la donne. Tous les éléments du peuple juif n'ont pas été fabriqués dans le même moule. Non, ce n'est pas exactement. C'est exactement dans le même moule. Oui, c'est le contraire. C'est exactement dans le même moule. C'est que C'est exactement dans le même moule. Le moule d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est le même moule. Il y a des regards différents. Non, mais il y en a plein qui ont reçu cette éducation. Non, mais l'éducation, c'est encore autre chose. Parce que oui, bien sûr. Oui, qui lui enseignait ce qu'était le. si on lui a enseigné, Bechal. Il a fait Méol. Mais c'est qu'on parle de 2000 ans d'exil. Il est en exil, lui. Mais c'est pour ça que j'insiste sur je te dis, il y a une vraie réflexion à avoir. Exactement, exactement, exactement. Donc, c'est pour ça que je dis, oui, on est dans le même moule originel, mais la souillure de l'exil et la souillure du rapport évidemment extérieur a pu malheureusement nous aveugler, nous tromper, et on voit la résultante de cela. Voilà. On voit l'implication de cela. D'accord? Mais c'est pour ça que malgré tout, à un âge, il m'apparaît fondamental, je pense en Israël même plus qu'ailleurs, parce qu'ailleurs, ailleurs, on a toujours une alternative, mais je pense qu'en Israël d'autant plus, on a un devoir de réfléchir sur qu'est-ce que l'identité hébraïque. Avec tout ce que ça comporte, encore une fois, à l'échelle de la nation, à l'échelle de la Torah, à l'échelle de la terre, etc., etc., à l'échelle de l'humanité, de rapport aux nations. Tout cela, évidemment, est impliqué dedans. En tous les cas, donc, est un pasouk chez l'eau. Dit le Rav, chacun va devoir développer son verset, sa lettre, son alliance, le nom d'Akadosh Borou qui s'inscrit en lui dans la Torah, par le prisme de la Torah. Vedimayon Abassar, Oler Umar Ish. Évidemment, seulement le problème, c'est que qu'est-ce qui semble-t-il prend plus de poids et qui fait plus de bruit? C'est ce qui est immédiat, c'est ce qui est ponctuel, c'est le corps. C'est dans la génération du buzz. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Alors qu'en réalité, pour réellement construire ce ressourcement intérieur, eh bien, ça se fait dans le temps. Ça se fait dans la compréhension. Là, il se passe très vite. Ce qui dit, il faut frapper, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, on dit en français. Tout cela, ce qui fait le plus de bruit, ce qui est le plus immédiat, ce qui a des étincelles, ce qui est inscrit justement dans la dimension matérielle, a toujours plus de poids que ce qui s'inscrit dans l'éternité. L'éternité, comme son nom l'indique, ça ne se palpe pas, on ne peut pas le cerner. Pas les idolâtres du passé raillaient le peuple juif qui servent un Dieu qui ne voit pas. Alors, conclusion, nous, on est encore là. Alors, c'est ça. Tant qu'on est, encore une fois, impliqué, souillé par cette débauche, et encore une fois, l'oubli. On est entouré d'obscurité. C'est quand même beaucoup plus facile de vivre dans le mensonge que de vivre dans la vérité. Je ne sais pas que c'est plus agréable, mais c'est plus facile. D'accord? C'est plus facile. C'est ce que je dis, bien sûr.
jusqu'au moment où tu es réveillé de force. Ça, c'est vrai. Mais c'est plus facile. Ve'et Shemo, lo yada. Et même ton nom, tu l'oublies. Shemo, Mahout. Ton nom, l'essentiel, tu l'as oublié. J'ai arrêté parce que c'est un débat qui était stérile, je me suis vite rendu compte. Mais quelqu'un qui est en train d'essayer de railler le sionisme et Herzl, encore, ça recommence là actuellement. Alors, est-ce que Herzl c'était un homme bien, un homme pas bien? Et j'ai répondu, une des réponses que j'ai répondu assez brièvement, on est encore, après 75 ans d'État d'Israël, à se demander, mais est-ce que pour être un juif authentique et cohérent, faut-il venir en Israël sur la Torah ou non? On en est encore là. Vous voyez qu'il y a quand même. Bah oui, il y a des gens, ils sont. 75 ans seulement. C'est 2000 ans. Mais tu as encore des juifs qui t'interrogent avec une kippa sur la tête. Est-ce que, eh bien, c'est nécessaire ou non? Oui, mais ça montre jusqu'à Non, mais quel point. qu'on puisse ou qu'on ne puisse pas, c'est une autre question. Ça montre l'assimilation. Mais c'est légitime. Mais j'ai déjà dit souvent, c'est légitime que quelqu'un, économiquement parlant, il ne soit pas un malade mental et il s'organise et qu'il ne puisse pas faire son alia pour le moment. C'est tout à fait légitime. Jamais, au grand jamais, je ne pourrais mépriser une famille qui soit en situation précaire. Jamais. Et moi, je parle de justification toranique. C'est quelque chose qui et c'est pour ça que je dis, et on est tellement enfermé dans cette obscurité, eh bien, malheureusement, on ne peut pas voir la chose en vrai. Et pour terminer sur ce point, ce que nous dit ici le Rav, Ertov lahem robei torati. Je vais écrire des myriades de Torah. Il n'empêche qu'elle sera toujours étrangère à leurs yeux, que Mozart nirchevu. Vetie lahem chazut akol kedavar asefer achatum. Pour eux, tout est établi, tout est voilà, tout est fermé, tout est cerné. Veinenu kama chalalim shochavei kever. Et on se retrouve comme si on était des tombes, des pouilles, eh bien, dans leur tombe. C'était le cas du peuple juif pendant 2000 ans. Une partie du peuple juif, en tout cas. Ashir lo zachartem od, que vous avez oublié, que vous ne vous rappelez pas. La réaction du peuple juif, à la fois des explorateurs, en est un témoignage. On avait du poisson, des oignons, des pastèques. On était tellement bien à Auschwitz, en Égypte, pardon. Pourquoi les Juifs Vema, tout cela est fixé par Torah Kadosh Baruch Hu. Parce que se réveiller demande réellement un effort de sortir pour essayer d'être authentiquement libre, demande un effort colossal. Veine, ta voix Geoula. Et comme encore une fois, il y a quand même le projet divin derrière, donc de toute façon, Veine, peut-être même par surprise, et viendra la délivrance, et pas seulement la délivrance au niveau du klal, au sens où on le connaît, à Geoula ta klal, ve Geoula ta prat. Réfléchissez une seconde dans votre judaïcité, le bonheur et le privilège d'habiter à la maison. À titre d'exemple. Aruach hapnimi, yatsam marbo, la neshama elle est éternelle, n'est-ce pas? Le corps est ponctuel, en tout cas pour le moment, la neshama est éternelle. Donc la neshama, même si elle est cachée, même si elle est à l'intérieur, cette Torah qui nous anime de l'intérieur, qui est inscrite en nous, là, c'est que ça relève plus, c'est au-delà de l'éducation. Il y a un moment donné, ça se réveille. Elle sort de sa cachette. Il y a un mode al-Besisso Atzmi, va se tenir, encore une fois, sur cette base solide. Yukar, Yami, Mikedem, Shnotolami, mais vont être reconnus, eh bien, justement, les jours d'éternité auxquels nous sommes rattachés. Alors, vous allez me dire, OK, belle éloquence du Rav Kook, en quoi c'est lié à notre sujet? Si vous n'avez pas encore compris, ça va venir. Regardez la suite. Dans le Sefer Bamidbar, Parashat Pinchas, ou Be'ele, Lo haya ish mipkude Moshe ve'Aaron haKohen. Dans les questions, vous dites dès à présent, qui vont être posées par les filles de Tselophrad, aucun homme ne se tient, aucun homme ne va savoir répondre. Et on nous parle des filles de Tselophrad. On nous évoque ici à ce moment-là les filles de Tselophrad qui vont demander. Le commentaire de Rashi sur ce verset, ou Be'ele, accord numéro 6, Aval, Al Anashim, Lo Nixera Xerat Amaragli. Et nous confirmons
puisque nous parlons des filles de Tselophra, puisque nous parlons des femmes et qu'on n'en parle a priori pas, et qu'à ce moment-là, ici, on les évoque, c'est pour mettre en évidence, nous dit le commentaire de Rachi, que les femmes, justement, n'ont pas fauté la faute des explorateurs. Ça veut dire que si l'homme, justement, peut être souillé extérieurement, parce qu'il peut se perdre dans les myriades et dans les méandres dans lesquels il peut se trouver, j'évoquais l'épine dorsale de la femme. N'oubliez pas que l'identité de notre peuple passe par la femme, qui n'est pas un hasard, puisqu'on avait déjà rappelé que M, Emouna, Ouma, tout ça, c'est la même racine. La fidélité, la mère, la nation, tout cela est rattaché à la même racine. Sémantique, j'ai envie de dire, mais aussi psychique, qui est rattaché directement à notre matriarche Sarah et qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. L'épine dorsale qu'est la mère. Pourquoi les femmes n'ont pas fauté à la faute du veau d'or? On aurait pu dire c'est un hasard. Et non, puisqu'elles sont oppressées pour servir à Kadosh, elles se sont empressées pour amener des bijoux au Beth Amikdash, au Mishkan. Elles n'ont pas fauté à la faute des explorateurs. Bah oui, puisqu'à priori, elles n'ont pas d'héritage terrestre. Sauf que les filles de Sélophrad, elles le demandent, puisque leur père est décédé. Dit Rashi, les filles, Shenayu, Mechabevot et Taaretz. Parce qu'elles aiment la terre d'Israël, elles ont un rapport d'amour à l'égard d'Eretz Israël. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme complet et accompli? Parce qu'il lui manque l'essentiel. Il lui manque, encore une fois, cette épine dorsale qui va le constituer. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on est marié, ça y est, on est bon, on est parfait. Ça veut dire simplement que tant qu'on n'est pas marié, il nous manque ce sens, encore une fois, qui est essentiel à notre identité. Le rapport qu'ont les femmes à l'égard d'Eretz Israël, le rapport qu'ont les femmes à l'égard de la nation, montre bien qu'elles ont une intuition, une bina yetera, une intuition qui est assez exceptionnelle. Et c'est pour cela, nous dit Rashi, que cette paracha est attachée justement à la paracha des explorateurs et la fin des explorateurs qu'il y a avant. Maintenant, dans notre paracha, vous avez cette problématique. Donc, on voit bien le mérite des femmes face à la faute des explorateurs. Et puis, à la fin de la paracha, nous avons une mitzvah supplémentaire, la mitzvah de la Afrashat Chala. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Pourquoi est-ce qu'on parle justement de la Afrashat Chala, justement dans la même paracha où on évoque la valeur d'Eretz Israël? Dit dans Makor numéro 7, Reshit Arisotechem Chala Tarimu Teruma Ketrumat Goren Ken Tarimu Ota. De quoi nous parlons ici? Justement, de ne pas oublier à faire la Afrashat Chala. Arisotechem Chala Tarimu. La Trouma. Aujourd'hui, on la jette dans le four, mais traditionnellement, c'est pour le Kohen, c'est pour le Beth Amikdash. En tous les cas, il y a une valeur à cela, toujours de ce rapprochement-là. Dit le Rav Sforno, Chala Tarimu Teruma, Achar Chet Ameraglim, donc après la faute des explorateurs, Atzer Gam Achala Leman Yu Reuim, Shetachul Beracha Bebatehem. Puisque nous avons montré du dédain à l'égard d'Eretz Israël, notre maison n'a pas de sens. Notre maison n'a pas d'épine dorsale. Comment vivre sans Eretz Israël? Qu'est-ce qu'on s'efforce de faire chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle maison? On laisse un pan de mur, n'est-ce pas, pour appeler la descente du Beth Amikdash. Notre maison n'est pas complète parce qu'il nous manque l'essentiel. Notre joie n'est pas complète parce qu'il nous manque l'essentiel. Et quand on est en exil pendant 2000 ans, il est évident qu'il nous manque l'essentiel. Comme rappelle le Rav Chaim Akadosh, Vaya kitavo el haaretz. Vaya, c'est la langue de la joie. Il n'y a pas de simcha si ce n'est en Eretz Israël. Donc il nous manque l'essentiel. Quand on a fait preuve de dédain à l'égard d'Eretz Israël, hélas, il nous faut quelque chose qui nous permette à la fois de pouvoir avoir du pain sur sa table, j'ai envie de dire, tout en n'oubliant pas l'essentiel. Donc, non seulement avoir du pain sur sa table, mais quelque part, le châtiment dû à la faute des explorateurs doit impliquer la possibilité de réparation de cette faute des explorateurs. Cependant, ma question, elle demeure pour le moment, je la pose tout de suite. Puisque ce sont les hommes qui ont fauté à la faute des explorateurs, il aurait été cohérent puisque les femmes n'ont pas fauté à la faute des explorateurs, on a dit. Donc, il aurait été cohérent
que ce soit les hommes qui fassent la Parashat Chala et pas les femmes? Pourquoi est-ce qu'il incombe justement aux femmes de faire cette mitzvah? Attends, on va voir. Mais les femmes, elles n'avaient pas un rôle de responsabilité. Elles n'étaient pas au summum dans le Après tout ce que je viens de dire. Après tout ce que je viens de dire. Oui, après. Ah, Mais mais t'as raison, t'as raison. quand on parle de pas de notre histoire, tu n'aimes pas notre histoire. Quand on parle de tout ce qui s'est déroulé, Non, t'as raison. on parle des hommes. Ouais, c'est ça. Les femmes n'ont rien fait. C'est vrai, t'as raison. Non, non, t'as raison, t'as raison. Je reconnais, les femmes n'ont absolument rien fait. Non, c'est pas si que les femmes. Heureusement qu'Abraham était là, sinon on aurait eu pour père Ishmael. T'as tout à fait raison. La femme, c'est le cerveau, c'est le poumon. Alors, ça va, je peux comprendre ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on parle au masculin quand on parle pendant tous les shiurim, on n'a jamais parlé au féminin. Tout ce dont on parle. Retiens ta question, on va le voir dans le Kliyaka. Retiens ta question, parce que c'est une très bonne Je question. dis que partout. Non, partout, non. Retiens-la. Tu as fait juste une erreur quand tu dis que tu fixes une question. Moi, j'écoute la question. Si tu as déjà fixé une réponse, tu te trompes. Mais la question, elle est très bonne. On ne parle pas des femmes. Pourquoi est-ce que. On ne parle pas, j'avais dit de faire. On parle Non, non, des non. hommes. Pourquoi est-ce qu'on parle essentiellement des hommes alors qu'on voit le mérite exceptionnel des femmes? Voilà. D'accord? On va y revenir. C'est juste sur le fait que l'homme, je le répète encore une fois, a un rôle traditionnellement extérieur, actif. Akadosh Baruch Hu, il est masculin, mais la Shekhinah est féminine. Vous remarquerez, hein, la résidence divine, elle est féminine en hébreu. Alors qu'on dit Akadosh Baruch Hu, Baruch Hi. Alors évidemment, les analphabètes qui pourraient déduire de cela que oui, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu serait masculin plutôt que féminin, sur les analphabètes, on va les mettre de côté. Je parle des gens qui ont un peu d'intelligence. Il y a un rapport actif et un rapport qui, a priori, peut se dire passif. On a coutume d'expliquer, selon les enseignements des Mekoubalim, quand on parle de Yitzhak Avinu qui est Sitra des Noukvé, vous entendez bien que Yitzhak Avinu, il n'a pas de problème identitaire. Enfin, il a simplement une réalité, une révélation qui se veut plus sous l'angle féminin que sous l'angle masculin. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez traditionnellement le rapport masculin est un rapport actif, c'est-à-dire qu'on agit, on donne, et a priori, la dimension féminine est une dimension qui reçoit. Maintenant, quand on dit que Yitzhak, justement, est un être qui est passif, eh ben, en réalité, juste ceux qui ont compris ce que je viens maintenant très bien, ceux qui n'ont pas compris, oubliez ce que j'ai dit. Il est en réalité tellement actif qu'il n'a pas besoin d'être actif. Ça veut dire quoi? Je vais te le dire très concrètement. J'ai coutume d'expliquer que quand il y a la famine en Eretz Israël, d'abord Yitzhak, vous vous rappelez, il est né en Eretz Israël, il est mort en Eretz Israël. Il n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Deuxième point, quand Yitzhak Avinu, il y a la famine en Eretz Israël, il pense, il demande, qu'il va sortir pareil comme son père en Égypte, Akadosh Baruch Hu lui dit non. La cohérence aurait voulu que Yitzhak Avinu, à ce moment-là, il parte vers le nord. Pourquoi vers le nord? Parce que c'est plus, il y a plus de pluie, donc il y a plus d'intérêt à aller dans le nord pour l'abondance agricole. Qu'est-ce qu'il fait? Il part vers le Gush Katif. Il part vers Gaza. Et étrangement, quand il part vers Gaza, les gens autour de lui vont lui dire Nasi Elohim ata betochenu, tu es élevé pour nous, va-t'en. Pourquoi le fait qu'il parte vers le sud le rend aussi admiré par les nations qui l'entourent? Réponse, parce que partout où il met les pieds, partout où il foule le pied, ça pousse. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est tellement actif qu'il n'a pas besoin d'être actif. Exactement. 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 Mais ça pousse vraiment, il y a une vitalité par le biais de la personnalité de Yitzhak Avinu. Et on le retrouverait d'ailleurs chez son fils Yaakov. Quand Yaakov va sortir d'Eretz Israël, eh bien, il y a moins de lumière en Eretz Israël. Comme si les deux étaient rattachés l'un à l'autre. Eh bien oui. D'accord? Maintenant, la femme, elle n'a pas besoin d'être évoquée de manière justement explicite ou en exergue, enfin extérieurement. Mais elle est, comme je l'ai dit, l'épine dorsale du foyer. Il faut en parler un petit peu. Pourquoi un petit peu? Oui, parce que, non, excuse-moi, c'est Abraham. Ça dit David, ne rentre pas là-dedans. Ne rentre pas là-dedans, parce que tu es en train de faire. Non, non.
Non, 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 justement, j'ai commencé le cours en disant ce n'est pas un cours féministe, ce n'est pas un cours chauviniste. Ça, ce que tu me dis maintenant, c'est la bêtise de l'intoxication occidentale qui veut parler, encore une fois, il faut en parler, il faut pas en parler. C'est pas c'est pas le projet. Le projet, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Et il y a deux approches de servir à Kadosh Baruch Hu qui sont fondamentales, qui sont complémentaires l'une à l'autre. Donc ne rentre pas là-dedans. C'est pas il faut en parler. La Torah, elle en parle avec, justement, avec sa juste mesure. Et ça, c'est fondamental. Mais ce qui est important, quand je serai à Kadosh Baruch Hu, on en parlera, c'est là. Regardez ce qu'il nous dit. On a dit il faut qu'il y ait la bracha dans la maison. Tu vas donner cela au Kohen pour qu'il puisse avoir la bénédiction, l'abondance dans ton foyer. Vechen, Eliaou. Asili misham uga ktana. Virishona. Eliaou, fais-moi un petit gâteau. Et tu vas faire pour tes enfants, etc. C'est-à-dire que là, d'abord, ça montre qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu est séfarade, puisque vous voyez, quand on va chez lui, qu'est-ce que vous mangez? Il y a pas. Kiko Amar Hashem, Kad Akemach, l'autre, il y aura toujours de la farine, il y aura toujours du pain, il y aura toujours du gâteau. Parce qu'il y a cette implication, encore une fois, d'avoir toujours il y a une coutume que je n'ai pas trouvé de source à cela. Mais je ne le fais pas personnellement, mais je sais que ça se fait, de laisser le soir du kidou, après le repas, de laisser le verre du kidouche ou un peu de la challah sur la table. Ah oui, moi. Oui, et ben ça, s'il y a une origine, on voit Elisha qui dit par rapport à la bracha, de préparer des petites fioles d'huile, etc. Laisse un peu de bracha sur table pour que ce soit la boule de neige. D'accord? C'est un peu ça. Mais ça veut dire que on voit à quel point la valeur de la frachat challah, elle est directement rattachée à Eretz Israël. Elle sert, semble-t-il, directement de réparation à la faute des explorateurs. Pourquoi est-ce qu'effectivement, donc de ce point de vue-là, pour reprendre ta question que tu as dit tout à l'heure, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'a pas envoyé des femmes plutôt que des hommes? Peut-être ça aurait évité le problème. Le Kliyaka, d'abord, les Karpiresh Anashim. On a dit, c'est les hommes, et on n'a pas dit les femmes. Les fiches amour Chazal, Ve'anashim ayou, Sonim et Taaretz. Et les hommes, malheureusement, quand ils disent Sonim, ce n'est pas qu'ils avaient de la haine à l'égard d'Eretz Israël, mais il manquait de dévotion à l'égard d'Eretz Israël. Il manquait justement de cette force, de ce combat en faveur d'Eretz Israël. Ve'amrou, Litna Rosh Ve'nashuva Mitzraïma. Au contraire, malheureusement, ils dirent allez, tournons la tête, revenons, soyons cohérents, soyons réalistes, revenons en Égypte. Ve'anashim, ayou mechabevot haaretz, ve'amrou tnu lanu achouza. Alors que les femmes, donnez-nous un lopin de terre pour les filles de Tselophrad, à titre d'exemple. Ve'alken amar HaKadosh Baruch Hu, les filles d'Ati shani roe be'atid, telles que je vois dans le futur. Aya yoter tov lishloach nashim. Justement, dit HaKadosh Baruch Hu, je vois, vu ce qui va se produire, il aurait été préférable d'envoyer des femmes qui ont une telle affection, qui ont tel amour à l'égard d'Eretz Israël, de les envoyer parce qu'elles ne vont pas dire du mal d'Eretz Israël. Kelo isaprou les gnuta, aval, lecha le datra, shlach lecha. Toi, Moshe, c'est toi qui as envoyé. Moi, je ne t'ai pas envoyé. Et je ne t'ai pas envoyé des hommes en plus. Shata savou, sheksheri mema. C'est toi qui pensais réellement que ces hommes-là, au moment où ils sont partis, c'était vrai aussi. Ils étaient cachés, ils étaient tout à fait cohérents et habilités à faire le tour en Eretz Israël. Ve'ata savou, sha'aretz chaviva alehem. Tu pensais que la terre leur trouverait grâce aussi à leurs yeux. C'est pour ça que tu as envoyé des hommes. C'est pour ça que tu envoies, selon ton propre chef, ta propre décision, des hommes. Mais je pense, dit Akadosh Baruch Hu, qu'il aurait été préférable d'envoyer des femmes plutôt que des hommes. Adkan, Yofi. Non, pas Adkan. Pourquoi? Parce que malgré tout, moi, je Rabbeinu, s'il a envoyé des hommes, il y a une bonne raison à cela. Pardon? J'ai pas entendu. Alors, il y a quelque chose qui est vrai dans ce que tu dis. Ça me renvoie, si tu as le temps de le voir, le cours sur la faute des explorateurs et sa réparation avec le Rav Tertel. Là-bas, j'ai donné des réponses par rapport à cela.
Mais juste sur ce point-là, pourquoi est-ce que Dafka, malgré tout, il a envoyé des hommes? C'est la première question qui m'interroge. Et puis la deuxième question, en quoi, effectivement, eh bien, le fait que ce soit les femmes qui fassent la Fajat Chala amène une réparation à la faute des explorateurs. La première chose, c'est qu'il faut être prêt à rentrer en Eretz Israël et se battre. Et comme on l'a montré, le rapport extérieur des hommes est aussi très important et très nécessaire dans ce rapport au combat. Une femme, elle mène un combat qui n'est pas moins important, mais qui relève traditionnellement beaucoup plus de l'intériorité que de l'extériorité. D'accord? Ça, c'est le premier point. Donc, oui, il y avait une nécessité d'envoyer des hommes. Après, malheureusement, vous voyez, ils n'ont pas suffisamment écouté les indications, les allusions de Moshe Rabbeinu. C'est une chose. Mais en quoi, en plus de ça, effectivement, eh bien, les femmes sont plus habilitées à réparer la faute des explorateurs. Et pourquoi, effectivement, ce ne sont pas les femmes qui sont parties? Tout simplement pour la raison suivante. La première, c'est que si les femmes étaient parties, alors, comme on l'a dit, l'identité de la nation, si je parle de l'individu, il est constitué d'un corps et d'une neshama. On a vu la Torah orale, la Torah écrite, le rapport intérieur, le rapport extérieur. Si les femmes étaient venues en Eretz Israël, effectivement, il y aurait eu cette dimension de la neshama à l'égard d'Eretz Israël, mais on n'aurait pas forcément pensé à réparer et à accomplir aussi cette dimension extérieure, cette dimension du corps. Il n'y a pas Kotomar les bêtes Yaakov et c'est tout. Non, c'est Kotomar les bêtes Yaakov et Tagay Levnei Israël. Il faut les femmes et il faut les hommes. Si les femmes, elles rentrent, alors elles réparent leur dimension à elles, mais elles ne vont pas forcément être habilitées à insuffler ce souffle chez les hommes, en tout cas pas suffisamment. Alors qu'à l'inverse, si les hommes partent en Eretz Israël et qu'ils vont combattre pour Eretz Israël, c'est fondamental qu'ils aient une femme derrière eux pour leur insuffler ce souffle, ce au nom de quoi ils se battent. D'accord? Je ne vais pas vous faire un dessin. Si, David Zini, on ne peut pas le nommer, si David Zini, il est au combat et que son épouse lui explique que leur fils, ils ont 11 enfants, que leur fils, il est rentré en colère du Gan parce que ce que Macha il a dit, ce qui est très important en tant que tel, mais quand il est sur le terrain à Shrem ou je ne sais pas où, c'est peut-être pas forcément le moment de lui dire un truc pareil. Pas? Ou lui dire fais attention à toi, couvre-toi bien, je ne sais pas. C'est la femme elle est derrière. Derrière David Zini, il y a évidemment son épouse qui est là. C'est pas shoot. D'accord? Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que dans la réparation de la faute des explorateurs par la Frachat Chala, il me semble qu'on veut indiquer un point essentiel. La raison pour laquelle nous sommes sortis d'Égypte, il est indubitable que c'est pour entrer en Eretz Israël. Nous ne sommes pas rentrés en Eretz Israël, nous avons mis la honte sur nous et nous avons engrangé, accru la profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu aux yeux des nations. Cette profanation qui sera réparée avec Yahushua quand Akadosh Baruch Hu dit clairement j'ai mis fin à la honte des Égyptiens. Parce qu'eux, évidemment, se gargarisent, se satisfont, que la situation du peuple juif soit dans cette situation précaire. Donc, on était à moins 1, on est passé à 0, il faut arriver à plus 1. En ayant fait la faute des explorateurs, on est redescendu à moins 1 ou à moins 0,5. Si jamais, justement, c'est nous qui faisions la Frachat Chala, s'il n'y a pas, il faut le faire malgré tout, ce n'est pas la question, mais c'est la femme qui le fait, alors on serait passé de 0,5 à 0. Mais il faut pas passer à 0, il faut passer à 1, voire à 2. Ce qu'on appelle le verset Sourmira Va'asetov. Il ne suffit pas de dire Sourmira, les hommes ont fait une faute, donc ils vont réparer leur faute, mais on ne veut pas seulement Sourmira, on veut Asetov. Excusez-moi de l'exemple un petit peu cru. J'ai coutume d'expliquer que dans la chrétienté, puisque justement, l'intimité est quelque chose de souillé. Et a posteriori, comme vous le savez, surtout sur le catholicisme, a posteriori, l'homme se marie. Mais un homme authentiquement homme digne de ce nom, comme dit Paul, il ne se marie pas. D'accord? Pas tov. Et ceux qui vont être hérétiques à l'égard de la chrétienté vont faire leur enterrement de vie de garçon. Ça veut dire que pour les deux cas de figure, ce qui se passe dans la chambre est sale. Pour les deux cas de figure. Donc en réalité, ils n'ont pas réparé
le sentiment qu'on peut avoir à ce qui se passe dans la chambre. Alors que selon la tradition juive, où il y a un ordre divin de se marier, on est exactement à l'inverse. Il ne suffit pas seulement de réparer la faute des explorateurs, il faut rentrer en Eretz Israël et y dire des louanges. Et c'est toute la difficulté que l'homme n'a pas su sonder comme il se devait, pour des raisons ou spirituelles ou économiques, et que la femme, justement, par son inclinaison naturelle à être rattachée, à être façonnée selon la volonté du Créateur, à Senir Kirtsono, elle est du coup plus habilitée justement à faire la Frajat Chala pour qu'il puisse justement avoir l'abondance et la sérénité dans le foyer. Atkan, c'est clair? Ok. Masculin. Ça fait penser, si tu viens par achat. Tu demandes à décharger un petit peu de la foi. Le peuple de Dieu dit, pense que son. Parce que c'est toujours pareil. C'est la même relation de rapport extérieur. C'est très intéressant ce que tu soulèves, mais c'est la même problématique de régler les litiges. Il y a un litige à l'échelle nationale et de mener le peuple. Des femmes ont été parfois, dans certains épisodes de notre histoire, ont été clairement des guides, des chefs politiques. Il y a la grande plaisanterie qui est bien connue sur le fait qu'une femme est dispensée, n'est-ce pas, de s'accouder, genre du Seder. Golda Meir est obligée. Voilà, mais tu as des femmes comme Dvorah, comme Yael, qui ont su faire ce qu'il fallait faire au moment où elles l'ont fait. Mais ce n'est pas une nature profondément féminine, voire même, elle va négliger sa dimension féminine pour mener ce combat. Je ne veux pas lancer je ne veux pas lancer une polémique parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé là-dessus, mais je peux vous dire un point. Ce qui, à mes yeux, est absolument terrible et ce qui montre bien à quel point nos maîtres, encore une fois de plus, ne se trompent pas. Une femme qui veut partir combattante à l'armée, il lui est demandé dans un questionnaire expressément qu'elle renonce à porter plainte contre l'armée si jamais elle a des problèmes de fertilité. D'accord? Aujourd'hui, c'est très à la mode que la femme puisse avoir le droit d'avoir ou de ne pas avoir des enfants. À mes yeux, c'est un scandale, parce que c'est quelque chose qui est totalement antinaturel par rapport à sa nature de femme. Je n'ai pas dit qu'il fallait que la femme, c'était ça, mais, d'accord? Mais le fait que l'armée lui demande cela me paraît encore plus expressif sur, à mes yeux, et sur les yeux d'un certain nombre de mes maîtres, la non-nécessité d'une femme en tant que combattante à l'armée. Est-ce que ça veut dire que quand il y a une femme qui combat à l'armée, alors je vais lui cracher dessus? En aucune manière, ce n'est pas ça la question. Mais il m'apparaît que son statut de femme est bafoué justement dans ce rôle-là. Et ce n'est pas du tout en tant que mépris à l'égard de la femme. D'accord? Mais c'est un sujet à part entière, le statut de la femme. Ça, je ne voulais pas trop m'étendre là-dessus. Mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu le fondement. Mais c'est tout à fait juste. Tout à fait. D'accord?